Sale temps pour UBS. Depuis 2008, l'Union des banques suisses est accusée d'avoir joué un rôle non négligeable dans la grande crise financière qui a traversé le monde. Et les nuages continuent de s'accumuler dans le ciel d'UBS. En France, une procédure est en cours contre une filiale du groupe accusée d'avoir incité à la fraude fiscale. Aux États-Unis, l'un des dirigeants de la filiale a lui été arrêté pour le même motif. Le FBI a même fait savoir qu'il n'était 4 millions de pages de preuves contre lui. Et voilà maintenant que les dirigeants chinois cacheraient, eux, leur argent, leur malversation chez UBS. Deux grands témoins avec nous dans 64 minutes pour tenter de comprendre les enjeux et les causes. Bienvenue à vous, Noël Ponce. Merci d'être avec nous. Merci. Vous avez été inspecteur des impôts, vous êtes spécialiste de la fraude fiscale. Votre dernier livre s'intitule 92 Connexion, dirait-on, laboratoire de la corruption aux éditions Nouveau Monde. Alors 92, comme le département des Hauts-de-Seine en région parisienne. Avec nous également, en direct de Genève, en Suisse, Mireille Zaki. Merci d'être avec nous, Mireille Zaki. Vous êtes rédactrice en chef de Bilan, le bimensuel économique suisse, et auteur du livre UBS, les dessous d'un scandale, aux éditions Favre. Mireille Zaki, première question, elle est pour vous. Une affaire aux États-Unis, en France, en Chine, décidément, UBS est un peu devenu l'ennemi public numéro 1. Exactement. On voit qu'à l'époque que nous vivons maintenant, la gestion de fortune comme l'a pratiquée UBS et d'autres banques suisses n'est plus permise. La banque suisse UBS a été la première à aller à Singapour, à Hong Kong. Elle y emploie 3000 collaborateurs. Ensuite, elle est rentrée à Shanghai avec la licence de private banking. C'était la première à l'obtenir. Eh bien, on imagine qu'elle était évidemment en première ligne pour avoir des avoirs chinois. Même chose en France, où nous avons peut-être sur la place financière suisse quelque chose comme 200 milliards ou un peu moins 180 milliards d'euros d'avoirs français quand même. UBS a évidemment une grande part là-dedans. Et puis, elle avait aussi 20 milliards d'avoirs américains non déclarés. À une époque, c'était permis plus ou moins, on fermait les yeux. La réinterprétation des accords passés, un regard qui a changé aujourd'hui sur l'aide à l'évasion fiscale, un regard qui a fondamentalement changé en raison du fait que des grands États comme l'Europe, la France ou les États-Unis n'acceptent plus que des recettes considérables de recettes fiscale leur échappe, eh bien ce regard change et aujourd'hui ces États forts sont prêts à aller vraiment contre ces banques. La seule chose que j'aimerais aussi ajouter, c'est que il y a énormément d'attaques qui sont concentrées sur les banques suisses et en particulier l'UBS. Je relève par exemple qu'en France, l'enquête qui est ouverte contre UBS France, elle singularise cette banque à l'exclusion de toutes les autres. Mais il ne faut pas oublier que les banques françaises aussi pratiquent évidemment l'évasion fiscale. Le magazine Marianne a estimé à 400 milliards d'euros les avoirs offshore des banques françaises. Eh bien, sur cela, pas un mot de la part des autorités françaises ou même dans le livre d'Antoine Peillon, le frère du ministre actuel de l'Éducation, qui a parlé uniquement de l'UBS, ces informations ayant été entièrement livrées à lui par les services secrets français. Alors Noël Ponce, pourquoi est-ce qu'une banque célèbre, qui marche bien, qui a pignon sur rue, se lance-t-elle dans une pratique répréhensible ? C'est une banque, des banques, puisque finalement on parle d'UBS comme vous le disiez si bien, mais elle est pas toute seule. Il y a HSBC, il y a un certain nombre d'autres banques qui sont citées sur ces éléments-là et qui l'ont fait. Pourquoi ? Parce que tout simplement, à un moment donné, je dirais il y a une vingtaine d'années, la fraude fiscale est devenue un produit extrêmement rémunérateur. Et on est passé du bricolage à une structure professionnelle. Et tout l'ensemble du système bancaire s'est mis soit directement en traitant le sujet dans son propre groupe, et c'est pour ça peut-être que ça sort plus, soit indirectement à partir de paradis fiscaux ou à partir de structures intermédiaires, on se sont mis à traiter ces problèmes. Et qui traitent à la fois de la fraude fiscale des particuliers, mais aussi de la fraude fiscale des entreprises, parce que la fraude fiscale du particulier, dans un grand nombre de cas, c'est de la fraude fiscale des entreprises. Et le deuxième élément là-dessus, c'est que une fois qu'on a traité qu'on a récupéré ces fonds et qu'on les a mis un petit peu à l'abri, eh bien on va les replacer. Et le pire, c'est que je pense que dans la dette des États, on rembourse des personnes qui ont fraudé et qui ont replacé cet argent et qui l'ont prêté sous des formes indirectes. Donc en fait, on paie deux fois dans ces éléments-là. Vous voulez dire que les États perdent des sommes colossales finalement ? Oui, puisque effectivement l'argent qui est fraudé, on dit 90 milliards ou 60 milliards en France par exemple de fraude. Cet argent
il disparaît des caisses de l'État, des caisses. Bien, d'abord. Mais ensuite, il va se replacer dans des structures qui vont acheter des OPCVM, d'autres opérations. Il dort pas. Et donc, il revient sur les marchés financiers d'une manière ou d'une autre. Et là, il y a une double taxation. Mais ça, là, je pense qu'à ce moment-là, c'est devenu une sorte de généralisation, et c'est ce qui rapportait le plus. En plus, il y avait un problème d'élite. C'est-à-dire, on est entre nous. C'est un problème un peu à la Madoff. Venez chez nous, sans escroquerie, mais ce côté, vous faites partie des élus, donc venez chercher notre argent, qu'on retrouve dans à peu près tous les contrôles qu'on peut faire sur ces éléments-là. Alors Mireille Zaki, vous êtes d'accord avec Noël Ponce sur le fait qu'il n'y a pas qu'UBS, vous avez cité HSBC, il y a effectivement des banques françaises, des banques américaines et bien d'autres sans doute. Vous avez écrit un livre qui s'intitule « Le secret bancaire est mort, vive l'évasion fiscale ». Expliquez-nous. Oui. Alors, dans ce livre, je dis qu'effectivement, une banque comme UBS, elle avait aidé des richissimes américains et d'autres pays partis du monde à évader le fisc, principalement européens et américains, mais aussi il y a les structures anglo-saxonnes qui sont aujourd'hui beaucoup plus efficaces que le secret bancaire suisse. Je parle évidemment des trusts anglo-saxons et des sociétés offshore. Et ça, c'est très mal connu du grand public. L'affaire Wildenstein en France, du nom de ce très riche marchand d'art français qui est décédé récemment et dont la famille s'est un peu disputé l'héritage, a bien montré que toute la fortune de cette famille était organisée non pas cachée sous le secret bancaire suisse dans un compte en Suisse, mais dans des structures extrêmement opaques, des paradis fiscaux de droit anglo-saxon. Et ça, c'est très mal compris. C'est-à-dire aujourd'hui, les plus grandes fortunes du monde, on pense à 15 000 milliards de dollars de fortune, sont cachées dans des trusts et des structures offshore de cette manière. Ce qui fait que finalement, une fois que le Liechtenstein et la Suisse et le Luxembourg sont un petit peu sortis du marché de l'évasion fiscale suite à ces scandales et ces attaques qu'ils ont subies, eh bien, il reste les États-Unis, les Caraïbes, Londres et ses dépendances de la couronne qui deviennent aujourd'hui, qui capturent tout le marché de l'évasion fiscale quasiment grâce à ces structures que seuls, je dirais, les richissimes peuvent s'offrir, puisqu'un trust vraiment opaque et, on va dire, hermétique, dans le langage consacré, hermétique au fisc des États, ça coûte très cher et donc c'est pas à la disposition de tout le monde. Alors vous connaissez bien entendu tous les deux un certain Hervé Falciani, l'ancien employé de la banque HSBC. Il était notre grand témoin, c'était très exactement le 28 octobre dernier. Écoutez. Dans ce qui semble être complexe, en fait, il s'agit simplement de quelques individus, de quelques personnes qui vont faire en sorte que nous soyons dans une situation de non-contrôle. Je suis un lanceur d'alerte s'il s'agit de gérer ces cas-là, ces cas d'aider à accéder à la justice. D'accord ? Je dis bien, je pèse mes mots, c'est d'accéder à la justice et de permettre de mobiliser des administrations qui sont là pour aider à ce que les choses se passent normalement dans le cadre de nos intérêts. Alors, en ce sens-là, oui, lanceur d'alerte. Mais Noël Ponce, Hervé Falciani évoque ceux qui tirent les ficelles. Il y aurait donc des gens qui organisent cette fraude. À qui profite le crime ? Mais la fraude, à qui profite le crime ? D'abord aux bénéficiaires, à celui qui camoufle son argent. Mais on ne camoufle pas son argent gratuitement. Donc il y a lors des diverses commissions parlementaires du Sénat où on a été interrogé et tout ça, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste tout un groupe, un ensemble de prestataires qui sont des conseils, des avocats, des notaires, un certain nombre, une activité du droit, la comptabilité. Des services comptables qui vont vous aider à guider ces éléments pour faciliter des intermédiaires bancaires, et souvenez-vous les subprimes, qui ne sont pas des banques, donc elles ne sont pas soumises à la réglementation et qui vont servir d'intermédiaires entre la banque qui va récupérer ses fonds blanchis, si j'ose dire. Mais vous pensez sincèrement que UBS peut être inquiété concrètement, par exemple, par la justice américaine ? Elle peut avoir des comptes à rendre, ou vous dites c'est de la poudre aux yeux, comme on nous a répété à maintes reprises ? Elle a déjà été, puisqu'effectivement, il y a eu pas mal de problèmes là-dessus. Le seul problème qu'on peut se poser sur ce domaine-là, c'est le montant des amendes. On a, par exemple, j'ai en mémoire la dernière 13 milliards d'amendes à une banque récemment. Tout récemment. Donc on dit, j'ai fauté et je paie. Mais ces 13 milliards correspondent, eu égard à l'importance de la banque, à peu près, pour une personne qui gagne 50 000 euros,
à 25 € d'amende. Donc finalement, c'est une sanction incitative, si vous voulez. Voilà. Mireille Zaki, à ce sujet, vous voulez réagir? Voilà. Alors, oui, tout à fait. D'abord, le rappel que UBS a payé 870 millions pour régler son litige fiscal avec les États-Unis. Dans l'affaire du scandale du Libor, elle a payé 1,5 milliard pour régler une amende. Et là, comme dit Monsieur Ponce, c'est vrai que ces montants d'amende sont infimes par rapport aux 20 milliards de bénéfices que cette banque peut faire en une année. Donc ça, c'est important de dire que c'est des amendes qui sont insignifiantes et qu'au niveau des plaintes pénales, il y a rarement des hauts cadres de ces banques qui sont réellement inquiétés. Mais j'aimerais aussi dire qu'il faut faire attention aux lanceurs d'alerte comme Hervé Falciani, parce qu'il faut réfléchir à leur motivation réelle. Avant l'affaire Falciani, il y avait eu cet Autrichien qui s'appelait Kiber, qui avait obtenu 4 millions d'euros de l'Allemagne parce qu'il avait des CD volés à des banques liechtensteinoises qui contenaient les noms d'Allemands de très, très haut placés qui fraudaient fiscalement. Eh bien, figurez-vous que Falciani pourrait tout à fait, et on pense, enfin c'est sorti dans la presse, qu'il aurait aussi réclamé à peu près 1 000 $ par nom sur une liste d'à peu près 4 000 noms, ça fait 4 millions d'euros aussi. Tiens, on découvre que là, les États ont vraiment créé un marché pour la délation et pour le recel en disant nous sommes acheteurs de CD volés à des banques. Alors attention, il y a aussi Bradley Birkenfeld, celui qui a dénoncé l'UBS, un gestionnaire américain qui a obtenu 100 millions de dollars au terme, même après avoir fait 2 ans de prison au Massachusetts. Bon, il a obtenu 100 millions de dollars des autorités américaines. Alors Mireille Zaki, le temps presse, peut-être quelques mots pour les freins que l'on pourrait apposer finalement à cette machine infernale. Quels pourraient-ils être ? Je pense qu'aujourd'hui, les banques ne veulent pas détruire leur réputation. Elles ont très très peur. En tout cas, la place financière suisse en est venue à quasiment refuser des clients français s'ils n'étaient pas sûrs de l'origine des fonds. Beaucoup de banques ici sont en train de restructurer, d'autres vont devoir fusionner. Il y a plein de gérants indépendants qui avaient un fonds de commerce, un peu d'avoir non déclaré, français, italien, espagnol, qui sont en difficulté aujourd'hui. Donc pour ce qui est de l'évasion fiscale, je pense que des places financières comme la Suisse, ou l'Autriche ou le Luxembourg ou la Belgique vont un petit peu devoir réduire leur part de marché au profit, encore une fois, de plus puissantes places qu'eux, qui savent vraiment se défendre et contre lesquelles on ne peut rien, puisque dans toutes ces affaires, finalement, il y avait toujours aussi Bank of America, Royal Bank of Scotland, Barclays et d'autres qui étaient impliqués, mais qui ont moins fait la une. C'est la même chose aussi pour l'argent des potentats du printemps arabe. Les avoirs des potentats sont essentiellement à Londres et à Washington et à New York. Hein. Ça, on le sait. Alors Noël, pense même question, les freins. On verra pas ces avoirs. Les freins, disons que le côté moral de l'opération va toucher directement ces entreprises, comme vous le disiez, les grandes entreprises. Mais il y a tout un ensemble d'éléments qui se sont restructurés, qui existaient, mais qui faisaient moins de bénéfices, et qui se sont restructurés en dessous de ces opérations, trust, liens, conseils entre les trusts et ces opérations, qui continuent à le faire. Donc, dès l'instant où il va y avoir de l'argent à gagner, et où il n'y aura pas de sanctions pénales réelles sur les gestionnaires et les personnes qui les utilisent, on risque de courir longtemps. Merci beaucoup Noël Ponce. Merci à vous Mireille Zaki d'avoir été avec nous ce soir dans 64 minutes sur TV5 Monde.